Aujourd'hui dans Méditerranéo, détour par la Sardaigne à la découverte d'une technique de pêche au thon ancestrale et unique au monde. Détour par l'île de Beauté, où nous irons nous régaler sur le marché de Bastia. Et pour finir, détour par la Grèce, visite accompagnée du parc du lac de Kerkini, un paradis pour les oiseaux migrateurs. Il existe donc en Sardaigne une tradition de pêche au thon très particulière qu'une poignée de thoniers tente de maintenir. Cette technique ancestrale ne se pratique que quelques jours dans l'année. Les poissons ne sont pas capturés au large mais piégés le long des côtes. Nous prenons la mer pour rejoindre l'île de San Carlo. Chaque printemps, les pêcheurs sardes installent non loin de leur côte un piège, utilisé depuis plusieurs siècles, pour pêcher le thon rouge de Méditerranée. On n'a pas de marge d'erreur. Tout doit être parfaitement aligné. C'est comme construire une maison, sauf que nous la construisons sous l'eau. Plus tard, des filets accrochés aux ancres viendront compléter un dispositif ingénieux. En tout, 7 cages, reliées les unes aux autres, forment une sorte de labyrinthe, dont les thons ne sortiront pas vivants. Le piège reste ouvert, mais les thons n'ont pas l'idée de faire demi-tour. Ils s'enfoncent au contraire vers l'intérieur, vers la 7e et dernière nasse, qu'on appelle chambre de la mort. Ce stratagème repose sur la connaissance fine des courants et de l'animal. Le dispositif de la madrague, c'est comme un barrage de 900 mètres qu'on déploie en pleine mer. Le thon, en fonction des courants et des tempêtes, se heurte à lui. Si ces connaissances n'ont pas disparu, c'est parce que les raïs, les chefs de cette pêche, en ont été les dépositaires depuis des siècles. Luigi est l'un des derniers encore en activité. Pour moi, le mot raïs est d'origine arabe et signifie chef. Dans la tonara, c'est un terme qu'on utilise beaucoup. Je sais que je fais quelque chose d'unique et de rare, parce que désormais, nous sommes devenus rares. Car cette pêcherie située sur une île au sud de la Sardaigne est l'une des dernières qui fonctionne encore dans le respect de cette tradition. De février à fin juillet, le raïs et ses hommes vont vivre ensemble. C'est une vie particulière, coupée du monde, sous les ordres du raïs, à qui ils doivent respect et obéissance. Je suis le seul à décider. Je gère tout. Je suis le seul à savoir comment faire les choses, à qui les faire faire et comment. De chaque côté de Luigi, il y a les vice-raïs. Ensuite, viennent les chefs de barque. Il y en a 8 en tout. Et les plus éloignés de Luigi sont les thoniers de base. Il ne viendrait à personne autour de cette table l'idée de commencer à manger sans attendre le chef. Il y a toute une hiérarchie
qui peut conduire, étape après étape, à occuper un jour le sommet de la pyramide. J'ai travaillé avec un raïs avant moi, pendant une dizaine d'années. Je faisais le vice-raïs. Après, je suis devenu raïs assez jeune, pour la moyenne des 200 années qui nous ont précédés. Luigi a commencé ici, dans cette pêcherie abandonnée depuis, située juste en face sur la côte. Il travaillait sous les ordres de son oncle, qui était raïs, il y a 30 ans. Les raïs d'avant ne t'apprenaient rien. Si tu ne parvenais pas à leur voler le métier, tu n'y arrivais pas. Et donc pour moi, j'ai appris comme ça, à force d'observer en douce. Comme la plupart des tonaras, celle-ci a fermé. Les thons n'ont pas aimé les rejets industriels déversés dans la mer. Si celle de Luigi reste encore en activité, c'est grâce à la combativité de la famille, qui en est propriétaire depuis le XVIIIe siècle. Mon père, à l'époque, qui était avocat, a fait un grand procès contre ces entreprises, qui étaient toutes des sociétés publiques. Il a gagné, ce qui a permis de stopper les déversements de boues toxiques. En 10 ans, la mer est redevenue propre et poissonneuse. Mais partout ailleurs, l'industrialisation des côtes a eu raison de cette méthode ancestrale. Les routes empruntées par ce poisson migrateur ont été perturbées. Le moindre écart de température d'eau, de pollution, et cet athlète qui parcourt des milliers de kilomètres change d'itinéraire. Les bancs remontent la Méditerranée au printemps jusqu'aux portes de la mer Noire pour y déposer leurs œufs, puis ils repartent. Le thon rouge a permis ainsi de nourrir les populations du bassin méditerranéen depuis l'Antiquité. Maintenant, le piège est en place. À intervalles réguliers, des plongeurs vont vérifier si les thons commencent à le remplir. Mais cette année, tout a pris du retard. La météo n'a pas été bonne. Il y a eu trop de tempêtes. Et puis un drame est arrivé. Luigi est tombé gravement malade, a dû être hospitalisé. Un cancer l'a emporté en quelques semaines. Désormais, tout repose sur les hommes de Luigi, qui sont bien décidés à mener jusqu'au bout la campagne de pêche qui va commencer. Leur raïs s'est montré plus bavard que les autres. Il leur a transmis quelques-uns de ses secrets. On a tellement appris, il nous a si bien enseigné. On est fiers en même temps de mener à terme ce travail qu'il nous a transmis. Pour nous, c'est quelque chose de grand, vraiment une chose magnifique. Pour moi, ça a été différent, parce qu'avec le raïs, avec Luigi, nous avons travaillé ensemble 35 ans. Peu de temps après l'installation du piège, les thons sont arrivés, ne laissant aux hommes de Luigi qu'un court moment de deuil. Les orphelins du raïs vont se mesurer à l'un des spécimens les plus puissants du monde marin. Un animal que les pêcheurs abordent avec le plus grand respect, même si l'issue du combat va lui être fatale. Les cages se referment. Affolés, les poissons cherchent une issue. La panique décuple la puissance des thons. Au milieu du tumulte, les pêcheurs doivent affronter un à un ces mastodontes marins.
Un corps à corps dangereux, mais c'est le seul moyen de capturer ces poissons de plusieurs centaines de tonnes. Pour éviter les souffrances inutiles, ils sont assommés dès qu'ils sont hissés à bord des barques. C'est un travail surhumain qui n'a jamais représenté une menace pour la survie de l'espèce. Derrière ces images intenses, c'est une forme de sagesse ancestrale qui se perpétue ici. Ne pas tuer pour tuer, ne prendre que le strict nécessaire. 240 tonnes de thon par an. Un petit quota qui assure tout juste la survie de la pêcherie et des familles qui en dépendent. Il faudra trouver rapidement un nouveau Raïs pour que ce mode de vie ne disparaisse pas complètement des rives de la Méditerranée. Une plongée au cœur du palpitant marché de Bastia. Chaque semaine, les étals de charcuterie, fromage, spécialités locales régalent les gourmands dans une ambiance chaleureuse. Un lieu, source d'inspiration pour une artiste de la ville. Quand le soleil se lève sur le port de Bastia, le ciel et la mer s'embrasent. La ville se réveille avec la lumière. À quelques pas du port, chaque week-end, le marché ou mercat s'installe sur la place. À 73 ans, Toussaint Planet est le doyen des vendeurs. Dorade, mulet, loup, il vend ce qu'il pêche dans les temps de Bigoulia. Ici, le poisson, c'est une affaire de famille. Mon grand-père était pêcheur, mon père était pêcheur, mes oncles étaient pêcheurs. Et puis le marché, si vous voulez, dans le milieu de la pêche, c'est une grande famille. On est tous plus ou moins cousins. Ça, c'est pas des produits qui arrivent de l'extérieur. Il est maintenant le dernier poissonnier du marché, nostalgique d'une époque révolue. Vous aviez toute l'allée là, il y avait des poissonnières. C'était des femmes de pêcheurs ou des mères de pêcheurs ou des sœurs, des poissonnières qui vendaient pour la famille. Aujourd'hui, une soixantaine d'artisans mettent en valeur les produits corses. Le cœur de la ville y bat 2 jours durant. Un incontournable de la vie bastiaise. C'est super convivial, il est toujours plein, c'est un grand moment. Moi, ce que j'aime ici surtout, c'est la bonne ambiance. Une atmosphère particulière dont Célia Graziani s'imprègne. C'est la peintre de cette place où elle habite. Elle dessine sur sa tablette ce marché qui l'inspire. Ça grouille, c'est effervescent de vie. Donc ça, j'adore, c'est l'humain, le côté, voilà, effervescent, vie sociale, les gens qui se rencontrent, qui discutent. Ce marché, elle en connaît presque tous les producteurs. C'est des frappes? Oui, c'est des frappes. Allez, top, merci. Et aime en goûter les saveurs. Ça, elles sont délicieuses. Hein. Les frappes, un petit beignet à la fleur d'oranger. C'est la spécialité de chez nous. Une pâtisserie traditionnelle faite maison, cuisinée à la demande, selon les goûts du client. C'est parfumé à la vanille, citron, eau de vie, pastis. Pour Célia Graziani, ce marché est comme une scène à ciel ouvert, dont elle saisit les instants. Ici, elle se sent comme à la maison. On est en ville, mais on a cet esprit de village, on dira. C'est tous les anciens, les enfants, tout le monde se connaît, tout le monde se côtoie, tout le monde, c'est comme une grande famille. Une famille dont elle peint les personnages dans sa boutique, avec vue sur le marché. Parmi eux, il y a l'éleveur de porc, Pierre Albertini, qui vend sa charcuterie, dont son fameux Prizout. Vous voyez le gras dans le maigre, il est persillé. Ça, c'est un bon jambon. Ici,
tout est pur corse. Et les clients sont des inconditionnels. C'est local, ils ont leur propre cochon et tout, voilà. Ils élèvent leurs cochons et donc on sait d'où ça vient. C'est pas industriel. Un peu plus loin, il y a le berger Antoine Orsoni, 250 brebis. Avec le lait, il fait du fromage, mais aussi une autre spécialité. Ce sont des galettes de fromage. Et ça s'appelle le miaciole. Il y a du fromage frais, du petit lait, de la farine et c'est salé. Et on mange ça quand, comment? À toute heure. Les bergers mangeaient les migliaccioli autrefois quand ils étaient en transhumance. Ils sont aujourd'hui le régal de tous les Corses. Ils sentent bon le pays. C'est que c'est noustral, c'est que c'est fait ici. C'est le fromage d'ici. Les Brunini, eux, sont les spécialistes des fruits et légumes bio. Une passion de famille depuis 4 générations. Ici, les clients sont des fidèles. C'est fait maison et puis c'est naturel. Et puis regardez, on hume la Corse, voilà. Certains privilégiés ça vous suffit passent même commande par téléphone. C'est une commande d'Etiennette Manarini, une personnalité locale qui a 95 ans. Du coup, pour lui faire plaisir, on va lui mettre de légumes de côté. Il y en a même qui partagent leur recette de petites courgettes. Vous les faites bouillir, vous les coupez en deux. Et ensuite, vous mettez une petite sauce avec un yaourt, de la menthe et du citron. Et du citron corse. Hein. Voilà. Et c'est excellent. Je vous assure qu'elle est très très bonne. Je remercie le bon Dieu tous les jours de m'avoir épousée. On mange trop. Sur la place du marché, le café ouvert en 1911 par Jeanne Bernard. Son arrière-petit-fils est au service. Il recrée l'atmosphère chaleureuse d'autrefois. Et tout le monde se retrouvait autour des bars présents ici à l'époque sur la place du marché. C'est ce que nous essayons de perpétuer aujourd'hui. Et mieux que des mots, c'est la musique traditionnelle corse qui célèbre la gaieté de ce matin de printemps sur le marché de Bastia. Et c'est un parc extraordinaire qui nous attend à présent. Le parc de Kerkini en Grèce est situé non loin des frontières de la Bulgarie et de la Macédoine du Nord. Une nature protégée qui se révèle très accueillante, notamment pour les oiseaux migrateurs. Une nature envoûtante, paisible, dans un environnement paradoxalement créé par l'homme. C'est un barrage construit en 1932 sur la rivière Strimonas qui a donné vie au lac Kerkini. Selon les saisons, c'est entre 5000 et 7300 hectares qui s'offrent aux oiseaux et aux ornithologues. Kostas Papadopoulos allie passion et travail. Il est garde au parc national et grand amateur d'oiseaux. Ils viennent ici apparemment pour 2 raisons. La nourriture abondante et la sécurité que leur offre cet endroit. Ils ont donc de quoi manger, ce qui est la principale préoccupation de ces espèces. Ils ont la sécurité, il y a des endroits pour la reproduction. Ce sont les principales raisons pour lesquelles ils viennent dans le parc national de Kerkini. Ce havre de paix accueille pendant 5 à 6 mois de l'année ces très rares oanènes, une espèce menacée. On trouve aussi des spatules, des ibis falcinelles, des grèbes huppées ou des échasses blanches. D'importantes colonies de flamants roses, de pélicans ou de cormorans sont attirées par les eaux très poissonneuses. 312 espèces d'oiseaux fréquentent le parc national du lac Kerkini. Les rives du lac font de très bons postes d'observation. Mais les touristes, particulièrement nombreux en automne, préfèrent le plus souvent une découverte en bateau. Le tourisme fait tourner de larges pans de l'économie
dans les 22 villages du parc national du lac Kerkini. Nous avons beaucoup de touristes. Ils viennent ici du monde entier. Dans notre région, à la base, nous vivons du tourisme. Il y a des gens qui viennent d'Europe et du monde entier. Au-delà de l'observation de la nature, le parc national créé en 2006 offre ses montagnes, ses villages, ses monuments, ses monastères aux visiteurs. La région vit à 50% du tourisme et à 50% de l'agriculture. Et dans ce secteur, il y a un animal emblématique, le buffle. Sur les 6500 qui sont élevés en Grèce, 5000 vivent sur les rives du lac Kerkini. De l'eau, de la boue, de la nourriture en abondance, la présence du buffle ici est une longue tradition et elle n'est visiblement pas près de s'arrêter. Depuis environ 15 ans, les buffles font partie d'un programme de conservation et de protection des races animales rares de l'Union européenne. Grâce à ça, les éleveurs reçoivent une subvention pour préserver et augmenter le nombre des buffles. Pour cette raison, les troupeaux ont vu leur taille augmenter. Autour du lac Kerkini, le buffle est élevé pour sa viande, mais surtout pour son lait, très riche en protéines. La bufflonne n'est pas très productive, 3 à 4 litres par jour contre plus de 20 litres pour une vache laitière, mais le secteur semble en plein essor. Je suis assez content de mon travail, mais ça demande beaucoup d'efforts. Le lait de bufflonne sert à produire de nombreux produits fromagers et des confiseries que les gens consomment et apprécient. Certains touristes s'intéressent de très près au buffle. Ce groupe d'amis, venu du Val d'Aoste en Italie, a choisi comme guide le président du syndicat des éleveurs. Mon père, mon grand-père, ils avaient des chevaux. C'était comme des cow-boys ici. C'était très sauvage. Allons-y. On va voir les buffles maintenant. À cette période de l'année, seuls quelques troupeaux sont encore dans les pâturages. C'est pour ça que le lait est si nutritif. Elles sont dehors, elles mangent de l'herbe, elles vivent sainement. C'est aussi l'occasion d'en apprendre un peu plus sur la région. Avant que le barrage soit construit, toute cette zone et la zone à l'aval du barrage, où se trouve mon village et les autres villages ici, c'était une grande jungle, de grandes forêts, avec des eaux peu profondes, très poissonneuses, et des ours, des loups, tout ça. C'était il y a 90 ans. C'est pas si loin. En voyant ces animaux qui sont tellement différents de ceux que nous avons dans notre région, qui sont des vaches, et avec tout ce que nous a expliqué le monsieur, on comprend vraiment quelle est la qualité de vie dans un endroit comme celui-ci. Très belle expérience. Lumière, décor, artistes. En cette fin octobre, le spectacle sur le lac est grandiose. Théodoros Naziridis, le responsable du parc national, ne s'en lasse pas. Ce jour-là, les pélicans blancs sont l'objet de son attention. Il y en a 2 à 3 000 près du lac, venus du delta du Danube. Pendant la saison de migration, à l'automne, ils devraient passer à proximité d'Istanbul et continuer vers le sud. Au lieu de faire ça, ils font un long détour pour venir à Kerkini. Au gré des saisons et du niveau de l'eau, le lac Kerkini a toujours beaucoup à offrir à ses visiteurs, humains ou animaux. Méditerranéo, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt pour d'autres découvertes en Méditerranée.